le royaume des poupées. Tous deux arrivèrent bientôt devant une vieille et immense armoire située dans un corridor tout près de la porte et qui servait de garde-robe. Là, Casse-Noisette s'arrêta et Marie remarqua, à son grand étonnement, que les battants de l'armoire, ordinairement si bien fermés, étaient tout grands ouverts, de façon qu'elle voyait à merveille la pelisse de voyage de son père, qui était en peau de renard et qui se trouvait suspendue en avant de tous les autres habits. Casse-Noisette grimpa fort adroitement le long des lisières et en s'aidant des brandebourgs, jusqu'à ce qu'il pût atteindre à la grande houppe qui, attachée par une grosse ganse, retombait sur le dos de cette pelisse. Casse-Noisette en tira aussitôt un charmant escalier de bois de cèdre qu'il dressa de façon à ce que sa base touchât la terre et à ce que son extrémité supérieure se perdît dans la manche de la pelisse. « Et maintenant, ma chère demoiselle, dit Casse-Noisette, ayez la bonté de me donner la main et de monter avec moi. » Marie obéit, et à peine eut-elle regardé par la manche qu'une étincelante lumière brilla devant elle et qu'elle se trouva tout à coup transportée au milieu d'une prairie embaumée et qui scintillait comme si elle eût été toute parsemée de pierres précieuses. « Oh mon Dieu !» s'écria Marie tout éblouie. « Où sommes-nous donc, mon cher monsieur Drosselmayer ?»« Nous sommes dans la plaine du sucre candi, mademoiselle, mais ne nous y arrêtons pas, si vous le voulez bien, et nous allons tout de suite passer par cette porte. » Alors seulement Marie aperçut, en levant les yeux, une admirable porte par laquelle on sortait de la prairie. Elle semblait être construite de marbre blanc, de marbre rouge et de marbre brun. Mais quand Marie se rapprocha, elle vit que toute cette porte n'était formée que de conserves à la fleur d'orange, de pralines et de raisins de Corinthe. C'est pourquoi, à ce que lui apprit Casse-Noisette, cette porte était appelée la porte des pralines. Cette porte donnait sur une grande galerie supportée par des colonnes en sucre d'orge, sur laquelle galerie, 6 singes vêtus de rouge faisaient une musique, sinon des plus mélodieuses, du moins des plus originales. Marie avait tant hâte d'arriver qu'elle ne s'apercevait même pas qu'elle marchait sur un pavé de pistaches et de macarons, qu'elle prenait tout bonnement pour du marbre. Enfin, elle atteignit le bout de la galerie, et à peine fut-elle en plein air qu'elle se trouva environnée des plus délicieux parfums, lesquels s'échappaient d'une charmante petite forêt qui s'ouvrait devant elle. Cette forêt, qui eût été sombre sans la quantité de lumière qu'elle contenait, était éclairée d'une façon si resplendissante qu'on distinguait parfaitement les fruits d'or et d'argent qui étaient suspendus aux branches, ornés de rubans et de bouquets et pareils à de joyeux mariés. « Oh, mon cher monsieur Drosselmayer !» s'écria Marie. « Quel est ce charmant endroit, je vous prie ?»« Nous sommes dans la forêt de Noël, mademoiselle, » dit Casse-Noisette. « Et c'est ici qu'on vient chercher les arbres auxquels l'enfant Jésus suspend ses présents. »« Ah !» continua Marie, « ne pourrais-je donc pas m'arrêter ici un instant? On y est si bien et il y sent si bon. » Aussitôt Casse-Noisette frappa entre ses 2 mains et plusieurs bergers et bergères, chasseurs et chasseresses sortirent de la forêt, si délicats et si blancs qu'ils semblaient de sucre raffiné.
ils apportaient un charmant fauteuil de chocolat incrusté d'angélique sur lequel ils disposèrent un coussin de jujube et invitèrent fort poliment Marie à s'y asseoir. À peine y fut-elle que, comme cela se pratique dans les opéras, les bergers et les bergères, les chasseurs et les chasseresses prirent leur position et commencèrent à danser un charmant ballet accompagné de cors dans lesquels les chasseurs soufflaient d'une façon très mâle, ce qui colora leur visage de manière que leurs joues semblaient faites de conserve de roses. Puis, le pas fini, ils disparurent tous dans un buisson. « Pardonnez-moi, chère demoiselle Silberhaus, dit alors Casse-Noisette en tendant la main à Marie. Pardonnez-moi de vous avoir offert un si chétif ballet, mais ces marauds-là ne savent que répéter éternellement le même pas qu'ils ont déjà fait 100 fois. Quant aux chasseurs, ils ont soufflé dans leur corps comme des fainéants, et je vous réponds qu'ils auront affaire à moi. Mais laissons là ces drôles, et continuons la promenade si elle vous plaît. » J'ai cependant trouvé tout cela bien charmant, dit Marie, se rendant à l'invitation de Casse-Noisette. Et il me semble, mon cher monsieur Drosselmayer, que vous êtes injuste pour nos petits danseurs. Casse-Noisette fit une moue qui voulait dire « Nous verrons, et votre indulgence leur sera comptée. » Puis ils continuèrent leur chemin et arrivèrent sur les bords d'une rivière qui semblait exhaler tous les parfums qui embaumaient l'air. « Ceci, dit Casse-Noisette sans même attendre que Marie l'interrogeât, est la rivière Orange. C'est une des plus petites du royaume, car excepté sa bonne odeur, elle ne peut être comparée au fleuve Limonade qui se jette dans la mer du Midi, qu'on appelle la mer de Ponche, ni au lac Orgeat, qui se jette dans la mer du Nord, qu'on appelle la mer de lait d'amande. Non loin de là était un petit village, dans lequel les maisons, les églises, le presbytère du curé, tout enfin était brun. Seulement les toits en étaient dorés, et les murailles resplendissaient, incrustées de petits bonbons roses, bleus et blancs. « Ceci est le village de Massepain, dit Casse-Noisette. C'est un gentil bourg, comme vous voyez, situé sur le ruisseau de Miel. Les habitants en sont assez agréables à voir. Seulement, on les trouve sans cesse de mauvaise humeur, attendu qu'ils ont toujours mal aux dents. Mais, chère demoiselle Silberhaus, continua Casse-Noisette, ne nous arrêtons pas, je vous prie, à visiter tous les villages et toutes les petites villes de ce royaume. À la capitale, à la capitale !» Casse-Noisette s'avança alors, tenant toujours Marie par la main, mais plus lestement qu'il ne l'avait fait encore. Car Marie, pleine de curiosité, marchait côte à côte avec lui, légère comme un oiseau. Enfin, au bout de quelque temps, un parfum de rose se répandit dans l'air, et tout, autour d'eux, prit une couleur rose. Marie remarqua que c'était l'odeur et le reflet d'un fleuve d'essence de rose qui roulait ses petits flots avec une charmante mélodie. Sur les eaux parfumées, des cygnes d'argent ayant au cou des colliers d'or glissaient lentement en chantant entre eux les plus délicieuses chansons, à ce point que cette harmonie, qui les réjouissait fort à ce qu'il paraît, faisait sautiller autour d'eux des poissons de diamants. « Ah !» s'écria Marie, « voilà le joli fleuve que parrain Drosselmayer voulait me faire à Noël, et moi, je suis la petite fille qui caressait les cygnes. » Le voyage.
Casse-Noisette frappa encore une fois dans ses deux mains. Alors le fleuve d'essence de rose se gonfla visiblement, et de ses flots agités sortit un char de coquillages couvert de pierreries étincelantes au soleil, et traîné par des dauphins d'or. 12 charmants petits maures, avec des bonnets en écailles de dorade et des habits en plumes de colibri, sautèrent sur le rivage et portèrent doucement Marie d'abord et ensuite Casse-Noisette dans le char, qui se mit à cheminer sur l'eau. C'était, il faut l'avouer, une ravissante chose, et qui pourrait se comparer au voyage de Cléopâtre remontant le Sidou, que de voir Marie sur son char de coquillages embaumé de parfums, flottant sur des vagues d'essence de rose, s'avançant traînée par des dauphins d'or qui relevaient la tête et lançaient en l'air des gerbes brillantes de cristal rosé, qui retombaient en pluie diaprée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, pour que la joie pénétrât par tous les sens, une douce harmonie commençait de retentir, et l'on entendait de petites voix argentines qui chantaient. Qui donc vogue ainsi sur le fleuve d'essence de rose? Est-ce la fée Mab ou la reine Titania? Répondez, petits poissons qui scintillaient sous les vagues, pareils à des éclairs liquides. Répondez, cygnes gracieux qui glissez à la surface de l'eau. Répondez, oiseaux aux vives couleurs qui traversez l'air comme des fleurs volantes. Et pendant ce temps, les 12 petits maures qui avaient sauté derrière le char de coquillages secouaient en cadence leurs petits parasols garnis de sonnettes, à l'ombre desquels ils abritaient Marie, tandis que celle-ci, penchée sur les flots, souriait au charmant visage qui lui souriait dans chaque vague qui passait devant elle. Ce fut ainsi qu'elle traversa le fleuve d'essence de rose et s'approcha de la rive opposée. Puis, lorsqu'elle n'en fut plus qu'à la longueur d'une rame, les 12 maures sautèrent les uns à l'eau, les autres sur le rivage, et faisant la chaîne, ils portèrent sur un tapis d'angélique tout parsemé de pastilles de menthe, Marie et Casse-Noisette. Restait à traverser un petit bosquet, plus joli peut-être encore que la forêt de Noël, tant chaque arbre brillait et étincelait de sa propre essence. Mais ce qu'il y avait de remarquable surtout, c'étaient les fruits pendus aux branches, et qui n'étaient pas seulement d'une couleur et d'une transparence singulières, les uns jaunes comme des topazes, les autres rouges comme des rubis, mais encore d'un parfum étrange. « Nous sommes dans le bois des confitures, » dit Casse-Noisette, et au-delà de cette lisière est la capitale. Et en effet, Marie écarta les dernières branches et resta stupéfaite en voyant l'étendue, la magnificence et l'originalité de la ville qui s'élevait devant elle sur une pelouse de fleurs. Non seulement les murs et les clochers resplendissaient des plus vives couleurs, mais encore pour la forme des bâtiments, il n'y avait point à espérer d'en rencontrer de pareils sur la terre. Quant aux remparts et aux portes, ils étaient entièrement construits avec des fruits glacés qui brillaient au soleil de leur propre couleur, rendus plus brillants encore par le sucre cristallisé qui les recouvrait. À la porte principale, et qui fut celle par laquelle ils firent leur entrée, des soldats d'argent leur présentèrent les armes, et un petit homme, enveloppé d'une robe de chambre de brocart d'or, se jeta au cou de Casse-Noisette en lui disant « Oh, cher prince, vous voilà donc enfin, soyez le bienvenu à Confiture-en-Bourg. »
Marie s'étonna un peu du titre pompeux qu'on donnait à Casse-Noisette, mais elle fut bientôt distraite de son étonnement par une rumeur formée d'une telle quantité de voix qui jacassaient en même temps qu'elle demanda à Casse-Noisette s'il y avait, dans la capitale du royaume des poupées, quelque émeute ou quelque fête. « Il n'y a rien de tout cela, chère demoiselle Silberhaus, répondit Casse-Noisette. Mais Confiturembourg est une ville joyeuse et peuplée, qui fait grand bruit à la surface de la terre, et cela se passe tous les jours, comme vous allez le voir pour aujourd'hui. Seulement, donnez-vous la peine d'avancer. Voilà tout ce que je vous demande. Marie, poussée à la fois par sa propre curiosité et par l'invitation si polie de Casse-Noisette, hâta sa marche et se trouva bientôt sur la place du Grand Marché, qui avait un des plus magnifiques aspects qui se pût voir. Toutes les maisons d'alentour étaient en sucreries, montées à jour, avec galerie sur galerie, et au milieu de la place s'élevait, en forme d'obélisque, une gigantesque brioche, du milieu de laquelle s'élançaient 4 fontaines de limonade, d'orangeade, d'orgeat et de sirop de groseille. Quant aux bassins, ils étaient remplis d'une crème si fouettée et si appétissante que beaucoup de gens très bien mis et qui paraissaient on ne peut plus comme il faut en mangeaient publiquement à la cuillère. Mais ce qu'il y avait de plus agréable et de plus récréatif à la fois, c'étaient de charmantes petites gens qui se coudoyaient et se promenaient par milliers, bras dessus, bras dessous, riant, chantant et causant à pleine voix, ce qui occasionnait ce joyeux tumulte que Marie avait entendu. Il y avait là, outre les habitants de la capitale, des hommes de tous les pays, arméniens, juifs, grecs, tyroliens, officiers, soldats, prédicateurs, capucins, bergers et polichinelles, enfin toute espèce de gens, de bateleurs et de sauteurs, comme on en rencontre dans le monde. Bientôt le tumulte redoubla à l'entrée d'une rue qui donnait sur la place, et le peuple s'écarta pour laisser passer un cortège. C'était le grand Mogol qui se faisait porter sur un palanquin accompagné de 93 grands de son royaume et 700 esclaves. Mais en ce moment même, il se trouva par hasard que par la rue parallèle arriva le grand sultan à cheval, lequel était accompagné de 300 janissaires. Les deux souverains avaient toujours été quelque peu rivaux et par conséquent ennemis. Ce qui faisait que les gens de leur suite se rencontrèrent rarement sans que cette rencontre amenât quelque rixe. Ce fut bien autre chose, on le comprendra facilement, quand ces deux puissants monarques se trouvèrent en face l'un de l'autre. D'abord, ce fut une confusion du milieu de laquelle essayèrent de se tirer les gens du pays. Mais bientôt on entendit les cris de fureur et de désespoir. Un jardinier qui se sauvait avait abattu avec le manche de sa bêche la tête d'un brahmine fort considéré dans sa caste, et le grand sultan lui-même avait renversé de son cheval un polichinelle alarmé qui avait passé entre les jambes de son quadrupède. Le brouhaha allait en augmentant quand l'homme à la robe de chambre de brocart, qui, à la porte de la ville, avait salué Casse-Noisette du titre de prince, grimpa d'un seul élan tout en haut de la brioche, et, ayant sonné 3 fois d'une cloche claire, bruyante et argentine, s'écria 3 fois « Confiseur! Confiseur! Confiseur !»
Aussitôt le tumulte s'apaisa. Les deux cortèges embrouillés se débrouillèrent. On brossa le grand sultan qui était couvert de poussière. On remit la tête au brahmine en lui recommandant de ne pas éternuer de 3 jours, de peur qu'elle ne se décollât. Puis, le calme rétabli, les allures joyeuses recommencèrent, et chacun revint puiser de la limonade, de l'orangeade et du sirop de groseille à la fontaine, et manger de la crème à pleine cuillère dans ses bassins. « Mais, mon cher monsieur Drosselmayer, dit Marie, quelle est donc la cause de l'influence exercée sur ce petit peuple par ce mot 3 fois répété, confiseur, confiseur, confiseur? Il faut vous dire, mademoiselle, répondit Casse-Noisette, que le peuple de Confiturembourg croit, par expérience, à la métempsychose et est soumis à l'influence supérieure d'un principe appelé confiseur, lequel principe lui donne, selon son caprice, et en le soumettant à une cuisson plus ou moins prolongée, la forme qui lui plaît. Or, comme chacun croit toujours sa forme la meilleure, il n'y a jamais personne qui se soucie d'en changer. Voilà d'où vient l'influence magique de ce mot confiseur sur les confiturembourgeois, et comment ce mot prononcé par le bourgmestre suffit pour apaiser le plus grand tumulte, comme vous venez de le voir. Chacun à l'instant même oublie les choses terrestres, les côtes enfoncées et les bosses à la tête, puis rentrant en lui-même se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que l'homme et que ne peut-il pas devenir ?» Tout en causant ainsi, on était arrivé en face d'un palais répandant une lueur rose et surmonté de 100 tourelles élégantes et aériennes. Les murs en étaient parsemés de bouquets de violettes, de narcisses, de tulipes et de jasmins qui rehaussaient de couleurs variées le fond rosé sur lequel ils se détachaient. La grande coupole du milieu était parsemée de milliers d'étoiles d'or et d'argent. « Oh mon Dieu !» s'écria Marie. « Quel est donc ce merveilleux édifice ?»« C'est le palais des Massepains, » répondit Casse-Noisette, c'est-à-dire l'un des monuments les plus remarquables de la capitale du royaume des poupées. Cependant, toute perdue qu'elle était dans son admiration contemplative, Marie ne s'en aperçut pas moins que la toiture d'une des grandes tours manquait entièrement et que des petits bonhommes de pain d'épices, montés sur un échafaudage de cannelle, étaient occupés à la rétablir. Elle allait questionner Casse-Noisette sur cet accident lorsque, prévenant son intention, « Hélas, dit-il, il y a peu de temps que ce palais a été menacé de grandes dégradations, si ce n'est d'une ruine entière. Le géant Bouche Friande mordit légèrement cette tour, et il avait même déjà commencé de grignoter la coupole lorsque les confiturembourgeois vinrent lui apporter en tribut un quartier de la ville nommé Nougat et une grande portion de la forêt angélique. Moyennant quoi il consentit à s'éloigner, sans avoir fait d'autre dégât que celui que vous voyez. » Dans ce moment, on entendit une douce et charmante musique. Les portes du palais s'ouvrirent d'elles-mêmes, et 12 petits pages en sortirent, portant dans leurs mains des brins d'herbe aromatiques, allumés en guise de flambeaux. Leur tête était composée d'une perle. 6 d'entre eux avaient le corps fait de rubis et 6 autres d'émeraude. Avec cela, ils trottaient fort joliment sur 2 petits pieds d'or, ciselés avec le plus grand soin et dans le goût de Benvenuto Cellini. Ils étaient suivis de 4 dames de la taille tout au plus de mademoiselle Klärchen, sa nouvelle poupée, mais si splendidement vêtues, si richement parées, que Marie ne put méconnaître en elles les princesses royales de Confiturembourg.
Toutes quatre, en apercevant Casse-Noisette, s'élancèrent à son cou avec la plus tendre effusion, s'écriant en même temps et d'une seule voix « Oh mon prince, mon excellent prince, oh mon excellent frère !» Casse-Noisette paraissait fort touché. Il essuya les nombreuses larmes qui coulaient de ses yeux, et, prenant Marie par la main, il dit pathétiquement, en s'adressant aux quatre princesses, « Mes chères sœurs, voici mademoiselle Marie Silberhaus que je vous présente. C'est la fille de monsieur le président Silberhaus de Nuremberg, homme fort considéré dans la ville qu'il habite. C'est elle qui a sauvé ma vie, car si au moment où je venais de perdre la bataille, elle n'avait pas jeté sa pantoufle au roi des souris, et si plus tard elle n'avait pas eu la bonté de me prêter le sabre d'un major mis à la retraite par son frère, je serais maintenant couché dans le tombeau, ou qui pisait encore, dévoré par le roi des souris. »« Ah, chère demoiselle Silberhaus, s'écria Casse-Noisette dans un enthousiasme qu'il ne pouvait plus maîtriser. Pirlipate, la princesse Pirlipate, toute fille du roi qu'elle était, n'était pas digne de dénouer les cordons de vos jolis petits souliers. « Oh non, non, bien certainement, répétèrent en chœur les quatre princesses. Et se jetant au cou de Marie, elles s'écrièrent « Oh, noble libératrice de notre cher et bien-aimé prince et frère! Oh, excellente demoiselle Silberhaus !» Et, avec ces exclamations que leur cœur gonflé de joie ne leur permettait pas de développer davantage, les quatre princesses conduisirent Marie et Casse-Noisette dans l'intérieur du palais, les forcèrent de s'asseoir sur de charmants petits canapés en bois de cèdre et du Brésil, parsemés de fleurs d'or, disant qu'elles voulaient elles-mêmes préparer leur repas. En conséquence, elles allèrent chercher une quantité de petits vases et de petites écuelles de la plus fine porcelaine du Japon, des cuillères, des couteaux, des fourchettes, des casseroles et autres ustensiles de cuisine, tout en or et en argent, apportèrent les plus beaux fruits et les plus délicieuses sucreries que Marie eût jamais vues, et commencèrent à se trémousser de telle façon que Marie vit bien que les princesses de Confiturembourg s'entendaient merveilleusement à faire la cuisine. Or, comme Marie s'entendait aussi très bien à ces sortes de choses, elle souhaitait intérieurement de prendre une part active à ce qui se passait. Alors, comme si elle eût pu deviner le vœu intérieur de Marie, la plus jolie des quatre sœurs de Casse-Noisette lui tendit un petit mortier d'or et lui dit « Chère libératrice de mon frère, pilez-moi, je vous prie, ce sucre candi. » Marie s'empressa de se rendre à l'invitation, et tandis qu'elle frappait si gentiment dans le mortier qu'il en sortait une mélodie charmante, Casse-Noisette se mit à raconter dans le plus grand détail toutes ses aventures. Mais, chose étrange, il semblait à Marie, pendant ce récit, que peu à peu les mots du jeune Drosselmayer, ainsi que le bruit du mortier, n'arrivaient plus qu'indistinctement à son oreille. Bientôt elle se vit enveloppée comme d'une légère vapeur. Puis la vapeur se changea en une gaze d'argent qui s'épaissit de plus en plus autour d'elle et qui, peu à peu, lui déroba la vue de Casse-Noisette et des princesses ses sœurs. Alors des chants étranges, qui lui rappelaient ceux qu'elle avait entendus sur le fleuve d'essence de rose, se firent entendre mêlés au murmure croissant des eaux. Puis il sembla à Marie que les vagues passaient sous elle et la soulevaient en se gonflant. Elle sentit qu'elle montait haut, bien plus haut encore, et prrrou, et paf,
qu'elle tombait d'une hauteur qu'elle ne pouvait mesurer. Conclusion. On ne fait pas une chute de quelques 1000 pieds sans se réveiller. Aussi Marie se réveilla, et en se réveillant, se retrouva dans son petit lit. Il faisait grand jour et sa mère était près d'elle, lui disant « Est-il possible d'être aussi paresseuse que tu l'es? Voyons, réveillons-nous, habillons-nous bien vite, car le déjeuner nous attend. » « Oh, chère petite mère, dit Marie en ouvrant ses grands yeux étonnés. Où donc m'a conduit cette nuit le jeune monsieur Drosselmayer, et quelles admirables choses ne m'a-t-il pas fait voir? Alors Marie raconta tout ce que nous venons de raconter nous-mêmes, et lorsqu'elle eut fini, sa mère lui dit « Tu as fait là un bien long et bien charmant rêve, ma petite Marie. Mais maintenant que tu es réveillée, il faudrait oublier tout cela et venir faire ton premier déjeuner. » Mais Marie, tout en s'habillant, persista à soutenir que ce n'était point un rêve et qu'elle avait bien réellement vu tout cela. Sa mère alors alla vers l'armoire, prit Casse-Noisette qui était, comme d'habitude, sur son 3e rayon, la porta à la petite fille et lui dit « Comment peux-tu t'imaginer, folle enfant, que cette poupée qui est composée de bois et de drap puisse avoir la vie, le mouvement et la réflexion ?»« Mais chère maman, reprit avec impatience la petite Marie, je sais parfaitement, moi, que Casse-Noisette n'est autre que le jeune monsieur Drosselmayer, neveu du parrain. » Alors Marie entendit un grand éclat de rire derrière elle. C'était le président, Fritz et mademoiselle Trudchen qui s'en donnaient à cœur joie à ses dépens. « Ah !» s'écria Marie, « ne voilà-t-il pas que tu te moques aussi de mon Casse-Noisette, cher papa? Il a cependant respectueusement parlé de toi quand nous sommes entrés dans le palais de Massepain et qu'il m'a présenté aux princesses ses sœurs. » Les éclats de rire redoublèrent de telle façon que Marie comprit qu'il lui fallait donner une preuve de la vérité de ce qu'elle avait dit, sous peine d'être traitée comme une folle. Elle passa alors dans la chambre voisine et y prit une petite cassette dans laquelle elle avait soigneusement enfermé les 7 couronnes du roi des souris. Puis elle revint en disant « Tiens, chère maman, voici cependant les couronnes du roi des souris que Casse-Noisette m'a données la nuit dernière en signe de sa victoire. » La présidente alors, pleine de surprise, prit et regarda ces petites couronnes qui, en métal inconnu et fort brillant, étaient ciselées avec une finesse dont les mains humaines n'eussent point été capables. Le président lui-même ne pouvait cesser de les examiner et les jugeait si précieuses que, quelles que fussent les instances de Fritz, qui se dressait sur la pointe des pieds pour les voir et qui demandait à les toucher, il ne voulut pas lui en confier une seule. Alors le président et la présidente se mirent à presser Marie de leur dire d'où venaient ces petites couronnes. Mais elle ne pouvait que persister dans ce qu'elle avait dit, et quand son père, impatienté de ce qu'il croyait un entêtement de sa part, l'eut appelée menteuse, elle se mit à fondre en larmes et à s'écrier « Hélas, pauvre enfant que je suis, que voulez-vous que je vous dise ?» En ce moment la porte s'ouvrit, le conseiller de médecine parut et s'écria à son tour « Mais qu'y a-t-il donc? Et qu'a-t-on fait à ma filleule Marie qu'elle pleure, qu'elle sanglote ainsi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce c'est donc ?» Le président instruisit le nouveau venu de tout ce qui était arrivé, et le récit terminé, il lui montra les couronnes.
Mais à peine les eut-il vus qu'il se mit à rire. « Ha ha !» dit-il, « la plaisanterie est bonne. Ce sont les 7 couronnes que je portais à la chaîne de ma montre il y a quelques années, et dont je fis présent à ma filleule le jour du 2e anniversaire de sa naissance. Ne vous le rappelez-vous pas, cher président ?» Mais le président et la présidente eurent beau chercher dans leur mémoire, ils n'avaient gardé aucun souvenir de ce fait. Cependant, s'en rapportant à ce que disait le parrain, leurs figures reprirent peu à peu leur expression de bonté ordinaire, ce que voyant Marie, elle s'élança vers le conseiller de médecine en s'écriant « Mais tu sais tout cela, toi, parrain Drosselmayer? Avoue donc que Casse-Noisette est ton neveu, et que c'est lui qui m'a donné ces 7 couronnes. » Mais parrain Drosselmayer parut prendre fort mal la chose. Son front se plissa et sa figure s'assombrit de telle façon que le président, appelant la petite Marie et la prenant entre ses jambes, lui dit « Écoute-moi, ma chère enfant, car c'est sérieusement que je te parle. Fais-moi le plaisir, une fois pour toutes, de mettre de côté ces folles imaginations, car s'il t'arrive encore de dire que ton vilain et informe Casse-Noisette est le neveu de notre ami le conseiller de médecine, je te préviens que je jetterai non seulement monsieur Casse-Noisette, mais encore toutes les autres poupées, mademoiselle Claire comprise, par la fenêtre. » La pauvre Marie n'osa donc plus parler de toutes les belles choses dont son imagination était remplie. Mais mes jeunes lecteurs, et surtout mes jeunes lectrices, comprendront que, lorsqu'on a voyagé une fois dans un pays aussi attrayant que le royaume des poupées, et qu'on a vu une ville aussi succulente que Confiturembourg, ne l'eût-on vu qu'une heure, on ne perd pas facilement un pareil souvenir. Elle essaya donc de parler à son frère de toute son histoire. Mais Marie avait perdu toute sa confiance du moment où elle avait osé dire que ses hussards avaient pris la fuite. En conséquence, convaincue sur l'affirmation paternelle que Marie avait menti, Fritz rendit à ses officiers les grades qu'il leur avait enlevés et permit à ses trompettes de jouer de nouveau la marche des hussards de la garde, réhabilitation qui n'empêcha pas Marie de croire ce qui lui plut sur leur courage. Marie n'osait donc plus parler de ses aventures. Cependant, les souvenirs du royaume des poupées l'assiégeaient sans cesse, et lorsqu'elle arrêtait son esprit sur ces souvenirs, elle revoyait tout, comme si elle eût été encore ou dans la forêt de Noël, ou sur le fleuve d'essence de rose, ou dans la ville de Confiturembourg. De sorte qu'au lieu de jouer comme auparavant avec ses joujoux, elle s'asseyait immobile et silencieuse, tout à ses réflexions intérieures, et que tout le monde l'appelait la petite rêveuse. Mais un jour que le conseiller de médecine, sa perruque de verre posée sur le parquet, sa langue passée dans le coin de sa bouche, les manches de sa redingote jaune retroussée, réparait à l'aide d'un long instrument pointu quelque chose qui était désorganisé dans une pendule, il arriva que Marie, qui était assise près de l'armoire vitrée et qui, selon son habitude, regardait Casse-Noisette, se plongea si bien dans ses rêveries que, oubliant tout à coup que non seulement le parrain Drosselmayer, mais encore sa mère était là, il lui échappa involontairement de s'écrier « Ah, cher monsieur Drosselmayer, si vous n'étiez pas un bonhomme de bois comme le soutient mon père, et si vous existiez véritablement, que je ne ferais pas comme la princesse Pirlipate, et que je ne vous délaisserais pas parce que, pour m'obliger, vous auriez cessé d'être un charmant jeune homme. Car je vous aime véritablement, moi. Ah !»
Mais à peine venait-elle de pousser ce soupir qu'il se fit par la chambre un tel tintamarre que Marie se renversa tout évanouie du haut de sa chaise à terre. Quand elle revint à elle, Marie se trouvait entre les bras de sa mère qui lui dit « Comment est-il possible qu'une grande fille comme toi, je te le demande, soit assez bête pour se laisser tomber en bas de sa chaise, et cela juste au moment où le neveu de M. Drosselmayer, qui a terminé ses voyages, vient d'arriver à Nuremberg. Voyons, essuie tes yeux et sois gentille. » En effet, Marie essuya ses yeux et, les tournant vers la porte, qui s'ouvrait en ce moment, elle aperçut le conseiller de médecine, sa perruque de verre sur la tête, son chapeau sous le bras, sa redingote jaune sur le dos, qui souriait d'un air satisfait et tenait par la main un jeune homme très petit, mais fort bien tourné et tout à fait joli. Ce jeune homme portait une superbe redingote de velours rouge brodé d'or, des bas de soie blancs et des souliers lustrés avec le plus beau vernis. Il avait à son jabot un charmant bouquet de fleurs et était très coquettement frisé et poudré, tandis que derrière son dos pendait une tresse nattée avec la plus grande perfection. En outre, la petite épée qu'il avait au côté semblait être toute de pierres précieuses, et le chapeau qu'il portait sous le bras était tissu de la plus fine soie. Les mœurs aimables de ce jeune homme se firent connaître sur-le-champ, car à peine fut-il entré qu'il déposa aux pieds de Marie une quantité de magnifiques joujoux, mais principalement les plus beaux massepains et les plus excellents bonbons qu'elle eût mangés de sa vie, si ce n'est cependant ceux qu'elle avait goûtés dans le royaume des poupées. Quant à Fritz, le neveu du conseiller de médecine, comme s'il eût pu deviner les goûts guerriers du fils du président, il lui apportait un sabre du plus fin damas. Ce n'est pas tout. À table, et lorsqu'on fut arrivé au dessert, l'aimable créature cassa des noisettes pour toute la société. Les plus dures ne lui résistaient pas une seconde. De la main droite, il les plaçait entre ses dents. De la gauche, il tirait sa tresse, et crac, la noisette tombait en morceaux. Marie était devenue fort rouge quand elle avait aperçu ce joli petit bonhomme, mais elle devint plus rouge encore lorsque, le dîner fini, il l'invita à passer avec lui dans la chambre à l'armoire vitrée. « Allez, allez, mes enfants, et amusez-vous ensemble, » dit le parrain. « Je n'ai plus besoin au salon, puisque toutes les horloges de mon ami le président vont bien. » Les deux jeunes gens entrèrent au salon. Mais à peine le jeune Drosselmayer fut-il seul avec Marie, qu'il mit un genou en terre et lui parla ainsi. « Oh, mon excellente demoiselle Silberhaus, vous voyez ici à vos pieds l'heureux Drosselmayer, à qui vous sauvâtes la vie à cette même place. Vous eûtes, en outre, la bonté de dire que vous ne m'eussiez pas repoussé, comme l'a fait la vilaine princesse Pirlipate, si, pour vous servir, j'étais devenu affreux. Or, comme le sort qu'avait jeté sur moi la reine des souris devait perdre toute son influence du jour où, malgré ma laide figure, je serais aimé d'une jeune et jolie personne, je cessai à l'instant même d'être un stupide casse-noisette, et je repris ma forme première, qui n'est pas désagréable, comme vous pouvez le voir. Ainsi donc, ma chère demoiselle, si vous êtes toujours dans les mêmes sentiments à mon égard, faites-moi la grâce de m'accorder votre main bien-aimée, partagez mon trône et ma couronne, et régnez avec moi sur le royaume des poupées, car à cette heure, j'en suis redevenu le roi. » Alors Marie releva doucement le jeune Drosselmayer et lui dit « Vous êtes un aimable et bon roi, monsieur,
et comme vous avez avec cela un charmant royaume, orné de palais magnifiques et peuplé de sujets très gais, je vous accepte, sauf la ratification de mes parents pour mon fiancé. » Là-dessus, comme la porte du salon s'était ouverte tout doucement, sans que les jeunes gens y fissent attention tant ils étaient préoccupés de leurs sentiments, le président, la présidente et le parrain Drosselmayer s'avancèrent, criant bravo de toutes leurs forces, ce qui rendit Marie rouge comme une cerise, mais ce qui ne déconcerta nullement le jeune homme, lequel s'avança vers le président et la présidente et, avec un salut gracieux, leur fit un joli compliment, par lequel il sollicitait la main de Marie qui lui fut accordée à l'instant. Le même jour, Marie fut fiancée au jeune Drosselmayer, à la condition que le mariage ne se ferait que dans un an. Au bout d'un an, le fiancé revint chercher sa femme dans une petite voiture de nacre incrustée d'or et d'argent, traînée par des chevaux qui n'étaient pas plus gros que des moutons, et qui valaient un prix inestimable, vu qu'ils n'avaient pas leur pareil dans le monde. Et il l'emmena dans le palais de Massepin, où ils furent mariés par le chapelain du château, et où 22 000 petites figures, toutes couvertes de perles, de diamants et de pierreries éblouissantes, dansèrent à leurs noces. Si bien qu'à l'heure qu'il est, Marie est encore reine du beau royaume, où l'on aperçoit partout de brillantes forêts de Noël, des fleuves d'orangeade, d'orgeat et d'essence de rose, des palais diaphanes en sucre plus fin que la neige et plus transparents que la glace. Enfin, toutes sortes de choses magnifiques et miraculeuses, pourvu qu'on ait d'assez bons yeux pour les voir.